Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au webinaire CSTC pour les entreprises du secteur de la construction. Cette série de conférences porte sur l'acoustique dans la construction et dans cette première partie, nous allons expliquer quelques concepts de base. Tout d'abord, il convient d'insister sur le fait que l'excès de bruit a un impact négatif sur notre vie et qu'il faut s'en protéger. Par exemple, si passer la nuit dans un hôtel bruyant n'est pas amusant, que dire lorsque c'est la résidence principale qui a une mauvaise isolation acoustique? Eh bien, cela peut vite devenir un terrible cauchemar. Ce n'est en effet pas confortable, mais cela a également de grands effets sur la santé. La maîtrise de l'isolation acoustique est devenue un moteur important pour la conception innovante des éléments de construction et des bâtiments. Notre environnement change, c'est plutôt clair. C'est même relativement clair pour tout ce qui concerne le changement climatique thermique, comme on peut le voir sur la vidéo de droite, qui retrace l'évolution de la température depuis les années 1900 jusqu'à nos jours. En dessous, on peut voir la situation mesurée en 2006 et on voit clairement le changement de température. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose pour notre environnement acoustique. En 30 ans, notre exposition au bruit a augmenté de 10 dB. Nous avons en plus un nouveau problème qui est apparu avec le son et les tonalités très basses, les bruits impulsifs et les explosions dans les films. Toutes ces tonalités que l'on ne retrouvait presque pas dans les années 60 sont devenues très présentes dans les musiques actuelles, les films et les jeux vidéo. Et malheureusement, l'isolation contre ces tonalités très basses s'avère très problématique pour l'isolation acoustique. Mais au fait, le son, qu'est-ce que c'est? Eh bien le son, c'est le changement de pression que notre oreille capte au tympan. Et pour illustrer les changements de pression, regardons la figure du haut. Elle représente un piston. Lorsque ce piston se déplace vers la droite, nous créons les zones bleu foncé, qui sont des zones où l'air est comprimé. Ce sont des zones de surpression. Quand le piston se déplace vers la gauche, nous obtenons des zones où la pression de l'air est diminuée. Ce sont des zones de dépression. Et c'est exactement la même chose qui se produit avec la membrane du haut-parleur. Par exemple, sur l'animation en bas, où la ligne rouge à gauche représente une membrane. Cette membrane, en se déplaçant vers la droite, pousse les molécules d'air à proximité. Nous avons une surpression. Lorsqu'elle se déplace vers la gauche, nous avons une dépression. Et lorsque la séquence de dépression et de surpression se déplace, c'est le son qui se propage et qui viendra faire vibrer notre tympan. Alors à une grande distance, il semble que l'on voit réellement un mouvement de gauche à droite, mais si on regarde de plus près et qu'on suit une particule d'air, alors on voit qu'elle bouge autour d'une position d'équilibre. Et cette particule, en bougeant autour de la position d'équilibre, va venir pousser les particules voisines qui elles-mêmes poussent leurs voisines, et ainsi de suite, pour que la surpression se propage. On peut voir cela comme une transmission énergétique. Et on peut voir qu'il y a réellement des zones avec une plus forte concentration de particules d'air et d'autres zones où elles sont moins concentrées. Donc, le son, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une séquence de sous-pression et de surpression qui se propage dans l'espace à partir d'une membrane qui les a générées plus loin dans la pièce. Mais que se passe-t-il lorsque les particules entrent en collision avec un obstacle, un mur par exemple? Eh bien, reprenons notre exemple en bas, avec une deuxième ligne rouge au milieu. Cette ligne rouge représente le mur. Eh bien, le mur lui-même est mis en vibration par les dépressions, les surpressions qui viennent le frapper. Et lui-même va jouer le rôle de membrane. Ainsi, la propagation se poursuivra derrière le mur, d'autant plus facilement que le mur vibre facilement. Puisque le son est une succession de surpression et de dépression, les niveaux sonores seront exprimés avec une unité de pression, le pascal. Malheureusement, l'échelle des pressions exprimée en pascal est linéaire, ce qui n'est pas le cas de notre sensibilité au volume, qui, elle, est logarithmique. C'est pourquoi on a introduit une échelle logarithmique, le décibel, qui vaut 20 fois le logarithme de la pression en pascal, relativement à une pression de référence. Alors cette pression de référence n'est pas choisie n'importe comment, on a pris, pour le niveau de pression acoustique, la référence égale au seuil d'audibilité. C'est le seuil à partir duquel notre oreille perçoit les sons. Sur la figure de gauche, on peut voir la relation entre les micropascals et les décibels. On peut également avoir une idée de la quantité de bruit correspondant aux différents niveaux de l'échelle en décibels.
L'utilisation d'une échelle logarithmique cependant complique un petit peu les calculs, puisque pour obtenir le niveau global produit par plusieurs sources sonores, on ne peut plus simplement additionner leur niveau en décibels. Il faut avant tout repasser en Pascal, additionner les valeurs et ensuite repasser au décibels. Par exemple, si une tondeuse à gazon fait 60 dB, l'utilisation de deux tondeuses ne donnera heureusement pas 120 dB, mais la somme logarithmique de 60 dB plus 60 dB donne 63 dB. Alors, si nous avons 10 de cette tondeuse, évidemment, le niveau de 600 décibels est totalement irréaliste, mais 10 fois 60 dB donne un niveau de 70 dB. Si l'on ajoute encore une autre tondeuse à gazon, alors on a 70 dB plus 60 dB, ce qui équivaut encore à 70 dB. Ainsi, dès qu'il y a une différence de 10 dB entre deux niveaux sonores, la somme reste égale au niveau sonore le plus élevé. Cela signifie que lorsqu'on travaille avec des niveaux en décibels, il faut bien faire attention à ces calculs et pas seulement le faire au feeling, au ressenti. Nous pouvons maintenant aborder une notion importante, la fréquence. La fréquence d'un son pur exprime le nombre d'oscillations par seconde de la pression autour de la pression à l'équilibre, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Elle s'exprime en Hertz. Par exemple, la note de musique La est une vibration à 440 Hertz. Dès lors, les molécules d'air vont faire 440 allers-retours en une seconde autour de leur position d'équilibre. La fréquence est liée à l'échelle des tons. Si le tympan ne vibre que quelques fois par seconde, par exemple 100 fois, cela sonne comme un ton bas. Si cela s'est produit beaucoup plus rapidement, par exemple 1000 fois par seconde, alors cela sonne pour nous comme un ton beaucoup plus élevé. Un son plus complexe peut se décomposer en une combinaison d'un très grand nombre de tons purs. En pratique, on ne détermine pas les niveaux sonores pour chaque fréquence. Non, on le fait en déterminant le volume moyen par bande de fréquence ou par intervalle de fréquence. Ces intervalles peuvent être de deux types. Il y a les bandes d'octave et les bandes de tiers d'octave. Les bandes de tiers d'octave sont les plus courantes et également celles utilisées en Belgique. Par contre, chez nos voisins des Pays-Bas, on rencontre également souvent les bandes d'octave. Vous pouvez voir ces bandes de tiers d'octave et les bandes d'octave sur la gauche du tableau. Chaque bande possède une fréquence inférieure et supérieure et est nommée par sa fréquence centrale qui peut être déterminée mathématiquement à partir des limites inférieures et supérieures de l'intervalle. Le niveau sonore fluctue naturellement avec le temps et ces fluctuations peuvent être différentes selon les fréquences. C'est ce qu'on peut voir sur la figure du milieu. Alors, notre sensibilité fréquentielle auditive n'est pas non plus linéaire. Nous entendons moins bien dans les tons graves et en fait aussi moins bien dans les sons extrêmement aigus. Par contre, même si nous entendons moins bien dans les basses fréquences, nous y sommes plus sensibles aux variations de volume. Donc, si le bruit augmente de la même façon dans les basses et moyennes fréquences, nous aurons l'impression d'une plus forte augmentation dans les tons bas. La vitesse du son. Par rapport à la lumière qui voyage à 300 000 km par seconde, la vitesse du son est plutôt lente. En effet, à 20 degrés Celsius, elle est de seulement 1225 km par heure, ou bien 340 mètres par seconde, ce qui signifie qu'un avion, comme on le voit sur la photo ici, peut effectivement rattraper le son et ensuite percer le mur du son. Alors pour des explications du phénomène, je vous renvoie vers des vidéos sur YouTube. Nous allons maintenant brièvement aborder l'acoustique du bâtiment. En acoustique du bâtiment, il y a plusieurs sujets importants, notamment l'acoustique des salles, l'acoustique des façades, l'isolation au bruit aérien et au bruit de choc, l'isolation au bruit d'installation et l'isolation acoustique des éléments de construction. L'acoustique des salles est un premier thème important dans l'acoustique du bâtiment. Dans la figure du haut au milieu, on peut voir deux personnes qui se parlent. Alors la flèche bleue représente le chemin direct de la voix du locuteur, mais cette voix emprunte également d'autres chemins représentés par les flèches rouges. Elle se réfléchit sur les obstacles et parvient à l'auditeur avec plus ou moins de retard. C'est ce qu'on appelle la réverbération. Et les mots qui arrivent en retard vont se mélanger avec ceux arrivés plus tôt et avec ceux arrivés par le chemin direct. Cela peut conduire à un masquage de la parole et donc une réduction de l'intelligibilité, de la compréhension du message. Alors afin d'avoir une bonne intelligibilité de la parole, nous devons supprimer ces flèches rouges. Cela nuit évidemment à la compréhension dans une classe. Si on prend l'exemple illustré par la photo en dessous, eh bien on peut voir des espèces de nuages au plafond. Ce sont en fait des panneaux absorbants qui vont réduire la réflexion du son et
améliorer l'intelligibilité du professeur. Dans la figure en haut à gauche, vous pouvez voir un espace composé de matériaux durs et hautement réfléchissants. Dans une telle pièce, le son s'atténuera lentement, ce qui signifie qu'il continuera de s'y réfléchir plus longtemps. Alors, toutes les contributions retardées vont s'accumuler et donner un niveau sonore supérieur. C'est bien sûr très ennuyeux dans les ateliers où les gens font tout leur possible pour absorber rapidement le son. C'est ce qu'on peut voir dans la figure en bas à gauche, avec les baffles absorbants suspendus au plafond. Cependant, la réverbération peut également avoir un rôle important, en particulier dans les opéras, les salles de concert, où une certaine réverbération, le timbre, devrait aider à déterminer l'ambiance d'un concert. L'acoustique des salles, et certainement de celle des opéras et des salles de concert, est vraiment une discipline scientifique en soi. La sonorisation des façades est aussi un autre domaine important de l'acoustique des bâtiments. Certainement d'ailleurs dans un pays comme la Belgique, qui est densément peuplé avec de nombreuses routes, du trafic aérien, etc. Nous traiterons donc de ce sujet à part dans cette série de conférences. Nous allons maintenant voir l'isolation acoustique entre les locaux. Parmi les systèmes d'isolation au bruit en acoustique du bâtiment, on doit faire la distinction entre l'isolation au bruit aérien et l'isolation au bruit de choc, au bruit de contact. Nous voyons ici une animation faite par Jonas Gernhardt, et nous allons l'utiliser pour expliquer les deux concepts. Dans l'appartement en bas à gauche, un monsieur regarde un film de science-fiction à la télévision. Cet appareil a un haut-parleur avec une membrane qui fait vibrer l'air qui l'enveloppe et qui crée des zones de dépression, de surpression qui se propagent à la pièce où l'appareil est situé. Nous parlons ici d'un bruit aérien. Alors ce bruit aérien finira par frapper le plafond qui se mettra à vibrer. Cette vibration générera finalement du bruit dans le local au-dessus. Mais ce bruit aérien dans le local va aussi rencontrer toutes les autres parties du bâtiment et les faire vibrer. Et ces vibrations vont se propager aux éléments de construction qui y sont attachés, qui se mettront également à rayonner du bruit. Nous appelons cela les routes de transmission du son latéral ou bien flanking. Et la contribution du bruit de flanking peut en soi être limitée. Mais en ajoutant tous les chemins de transmission latérale, le cumul peut encore apporter une contribution importante. Et lorsqu'on le combine avec la flèche bleue épaisse, la transmission directe du son, cela peut signifier qu'il y a trop de bruit provenant de l'appartement du bas vers l'appartement du dessus. Ces chemins latéraux, les petites flèches bleues, expliquent également pourquoi vous pouvez réellement générer du bruit entre les appartements en diagonale au-dessus ou en dessous, malgré le fait qu'ils n'ont pas en commun un seul mur ou un seul étage les séparant. En ce qui concerne les bruits de contact, on est directement connecté à la structure. Par exemple, en déplaçant des meubles, ou bien lorsque des personnes marchent, ou lorsque des enfants jouent, ils vont générer des vibrations dans le plancher. Ces vibrations vont se transmettre directement dans le local du dessous, mais également aux autres éléments de construction auxquels ils sont connectés. Le bruit va donc se propager par les chemins latéraux, représentés par les petites flèches vertes, qui pourront provoquer une importante transmission du bruit d'impact. Alors en ajoutant la transmission directe du bruit d'impact, on peut arriver à un niveau de confort insuffisant. Ces transmissions de son d'impact par les chemins latéraux peuvent également expliquer pourquoi il y a du bruit transmis entre deux appartements situés en diagonale en dessous ou au-dessus. La réalisation d'une bonne isolation au bruit aérien et au bruit de contact entre les espaces n'est pas toujours évidente. Dans cette série de conférences, nous verrons comment nous allons résoudre ce problème lors de vos rénovations, notamment pour les nouveaux bâtiments aussi, pour différents types de constructions, mais aussi par exemple pour les constructions en ossature bois ou des constructions hybrides. La limitation du bruit d'installation est aussi un autre thème acoustique important pour le bâtiment. Il suffit de penser au bruit causé par les conduites d'alimentation en eau, les draps, les toilettes, les douches, l'utilisation des pompes à chaleur, les systèmes de ventilation, les unités de climatisation, les systèmes de chauffage central et bien plus encore. Tout cela peut perturber le confort acoustique quotidien des appartements ou autres bâtiments. Plus de détails à ce sujet dans une série distincte de conférences sur le bruit d'installation. Parlons d'isolation acoustique des éléments de construction. Stromae, que tout le monde connaît, qualifierait la figure de gauche de formidable, tandis que la construction de droite de formidable. En effet, celle de gauche propose une atténuation
plus de 63 dB, tandis que celle de droite, son atténuation est de seulement 42 dB. Alors, on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur de la différence, mais si on la compare à des vitesses, les 42 dB seraient une promenade, tandis que les 63 dB seraient plutôt comme un avion de chasse à vitesse maximale. Donc, comme on le voit ici, ce n'est pas seulement une question de matériaux, mais surtout de détails, de connaissances, de savoir-faire et de façon dont c'est mis en place. Alors, je tiens à vous remercier pour l'attention dont vous avez fait preuve tout au long de cette vidéo et je vous invite à regarder les prochaines. Merci.